Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Aujourd'hui, je rencontre Sébastien. Il est CTO chez Capgemini et avec lui, on va parler de cybersécurité, un secteur en perpétuelle évolution qui recrute beaucoup dernièrement avec, vous allez voir, des possibilités de carrière très variées. Bonjour Sébastien. Bonjour Alice. Alors Sébastien, tu es CTO, tu es directeur technique cybersécurité chez Capgemini. Avant qu'on parle de ton poste et de cybersécurité, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ton poste actuel ? Mais tout à fait. Écoute, quand on parle d'où je viens, je pense qu'on ne parle pas de localisation géographique, bien que moi je sois toulousain d'origine et exporté à Lyon pour des besoins professionnels. En termes de carrière, moi j'ai commencé en étant formateur technique. Donc, j'étais formateur dans une entreprise à Lyon qui s'appelle ou qui s'appelait, puisqu'elle a disparu depuis, Aslan Training. Pour ces formations-là, moi j'étais spécialisé sur tout ce qui tournait autour des technologies Lotus Notes et Lotus Domino, qui sont des vieilles technos, et la partie Microsoft. Une partie Microsoft plutôt technique sur tout ce qui tournait autour de TCP/IP, les environnements serveurs Windows, etc. Une très très bonne expérience puisque ça m'a permis de creuser beaucoup de sujets. Et puis comme pour bien expliquer les choses, il faut bien les comprendre, d'avoir suffisamment d'informations et de niveau de compréhension des bases techniques pour pouvoir expliquer à des gens qui avaient à l'époque 10 ou 15 ans de plus que moi, des concepts qui sont parfois assez compliqués. Donc ça m'a donné beaucoup le goût de la technique. Je suis un technologue à la base. Suite à cette expérience dans la partie formation, j'ai transité vers le milieu de l'ESN, donc la société de service. J'en ai fait plusieurs dans ma carrière, qui m'ont permis de voir énormément de choses, aussi bien techniques qu'en termes aussi métiers. C'est très intéressant d'être dans des sociétés de service et de partir dans ce qu'on appelle l'assistance technique ou la régie, quand on se trouve un petit peu chez les clients en immersion, parce que tu as l'occasion de comprendre le métier du client, et comprendre le métier, c'est aussi une des clés en fait de notre métier à nous, notre métier d'informaticien, puisque on est là pour répondre à des besoins qui sont intimement liés au métier, puisque c'est quelque chose de très important. Donc pas mal de sociétés de services. J'ai également travaillé pour Reware, qui était à l'époque la société informatique du groupe Areva, qui maintenant a été absorbée depuis côté Capgemini. Voilà, et chemin faisant, à travers les différentes expériences sur cette partie société de services, je suis rentré dans le groupe Capgemini par la marque Sogeti en 2014 pour pouvoir venir travailler sur toute la partie cybersécurité. Donc cybersécurité, moi j'en fais depuis au moins une quinzaine d'années, et j'ai été attiré par cette structure qui était en termes de diversité des métiers, en termes de taille aussi, en termes d'expérience, me paraissait être une excellente structure. Et effectivement, c'est quelque chose que je regrette pas. Donc actuellement, j'occupe le poste de directeur technique, donc de CTO chez Capgemini sur la branche cybersécurité, qui fait partie d'une business unit qui s'appelle CIS, Cloud Infrastructure Services. Et bon, tu l'as un peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le groupe Capgemini et d'occuper ces fonctions au sein du département de cybersécurité ? Moi, j'aime bien quand je rejoins une société qu'il y ait des valeurs sociales
qui soit associé à la structure et puis à ses engagements, à son positionnement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Capgemini, déjà matérialisé par les 7 valeurs du groupe dans le quotidien en fait de chaque personne qui fait partie du groupe Capgemini. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple l'honnêteté, le fait d'être intègre, d'être loyal, d'avoir une droiture, c'est très important dans notre métier, la cybersécurité, de conserver un haut niveau en fait de confidentialité par rapport à ce qu'on fait chez les clients, par rapport à ce qu'ils nous confient en termes de données, en termes d'informations. Donc ça, c'est des choses qui sont super importantes. Et du coup, ces valeurs, ces engagements, Capgemini, c'est aussi une société qui est engagée pour défendre toute la partie écologique. Donc ça, c'était quelque chose qui m'attirait pas mal. Il y a évidemment la puissance de frappe de la société. Capgemini, c'est une énorme machine, 300 000 personnes dans le monde. Cette puissance de frappe, en fait, elle permet de couvrir plein d'activités, plein de métiers. Et je savais qu'en rentrant dans une structure comme celle-ci, j'allais pouvoir évoluer, éventuellement changer de métier tout en restant dans l'IT. Hein. Mais si j'avais voulu passer, par exemple, de la cybersécurité au domaine applicatif, à l'ingénierie, plein d'autres activités, tous ces métiers-là, toutes ces possibilités-là, elles existent chez Capgemini. Et d'ailleurs, quand je regarde un petit peu mon évolution au sein du groupe, moi j'ai commencé en étant avant-vente technique dans une équipe avant-vente cybersécurité. Aujourd'hui, j'occupe le poste de CTO, donc il y a cette évolution en fait, elle existe, elle est possible. Et puis bon, l'éventail des missions aussi pour tout ce qu'on fait en termes de production, hein, quand on est consultant et on intervient chez les clients. Il y a une pluralité qui est vraiment super intéressante. Pour parler un petit peu plus des enjeux sociétaux de la cybersécurité, j'imagine qu'au cours de ton expérience, tu as vu les enjeux de la cybersécurité évoluer. Quels ont été, d'après toi, les bouleversements les plus importants ces dernières années ? Déjà, la cybersécurité et puis l'IT, l'informatique de manière globale, évolue à vitesse grand V. Les évolutions sont constantes et sont extrêmement rapides. En termes de cybersécurité, les gens qui suivent le mieux les évolutions constantes de l'IT, c'est les pirates informatiques. Hein. C'est des gens qui sont très réactifs, très bien organisés, très pragmatiques aussi. Quand un pirate il cherche à intégrer, à compromettre une structure, un serveur, etc., lui, il se pose pas la question de la complexité. Il va pas aller chercher le truc le plus complexe qui va lui permettre de briller ou de montrer ses compétences techniques. Lui va chercher l'endroit le plus simple pour pouvoir entrer. Donc tout ça, en fait, c'est des choses en termes de cyber qui ont donné lieu, cette évolution de l'IT, qui ont donné lieu à des transformations. La plus importante, en fait, c'est la transformation digitale, c'est la digitalisation des services. Il y a énormément de services, en fait, qui se sont vus exposés sur Internet à travers des applicatifs, à travers des applications mobiles, etc. Et tout ça, en fait, ça a créé ce que nous, on appelle une surface d'exposition très importante. Des gens qui auparavant n'avaient pas forcément des applicatifs qui étaient exposés à l'externe, c'était plutôt des choses qui étaient disponibles en entreprise. Quand ils ont commencé par exemple à les mettre en place sur des infrastructures type cloud pour pouvoir échanger avec des partenaires, tout ça en fait ça a créé des brèches, des failles en termes de sécurité qui ont transformé aussi la manière dont on gère en fait toute cette partie de confidentialité, d'intégrité de la donnée, de ségrégation des accès, etc. Donc la digitalisation, c'est quelque chose qui a transformé cette partie-là et qui a un petit peu bouleversé, pour reprendre ton terme, la partie cyber. Le deuxième, c'est par rapport au contexte sanitaire. Il y a énormément de gens qui sont vus partir en télétravail, se travailler de chez eux, travailler à distance. Et cet accès à distance, en fait,
Il a posé énormément de problèmes puisque à la base, il y a beaucoup de sociétés qui n'étaient pas prêtes en fait à avoir ce mode de travail, à exposer encore une fois des services, mais là cette fois-ci plus à des partenaires ou à des clients finaux comme un site internet par exemple où je vais faire mes courses dessus, mais là des services qui sont des services critiques pour l'entreprise, comme par exemple une personne qui est côté paye et qui va se retrouver en télétravail et qui du coup a besoin d'accéder à toutes les données d'entreprise qui concernent toute la paye, les flux financiers, etc. Et c'est des choses sur lesquelles on a dû travailler, on a dû aider nos clients sur les 2 années qui viennent de passer pour pouvoir avoir un niveau de sécurité qui est conforme encore une fois, à la typologie de données qui sont accédées via ces accès distants. Et aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances, les grands défis auxquels doit répondre la cybersécurité? Il y a des défis actuels, c'est plutôt orienté autour de cette partie transformation et sur la partie cloud. Le cloud, c'est à la fois assez intéressant, mais à la fois aussi assez dangereux. Parce au final, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de clients qui ne savent pas exactement ce qui est fait sur cette partie cloud. C'est-à-dire, on sait qu'on va balancer tel ou tel service dessus, telle ou telle infrastructure technique, mais derrière, en fait, il y a une telle complexité. Par exemple, quand on prend le catalogue Amazon sur AWS, il y a des dizaines, peut-être même des centaines maintenant d'options en fait, que l'on peut prendre, que l'on peut sélectionner, qu'on peut activer ou pas. Et tout ça, en fait, ça crée une complexité qui fait que la partie cybersécurité, elle est très complexe à gérer sur ces environnements-là. Donc ça, c'est du défi de maintenant, hein. On constate de toute façon, même dans la presse, hein, que on a quand même énormément de failles qui sont associées à cette non-sécurisation ou ces défauts de configuration en termes de cybersécurité de ces environnements cloud. Par exemple, des buckets S3. Alors ça, c'est un, un terme un peu technique, mais disons que c'est un endroit où tu peux stocker des choses et on a vu encore récemment que la manière des fois de configurer, elle fait que tu peux donner libre accès sans le vouloir en fait à toutes les informations qui sont stockées à cet endroit-là. Sauf que c'est pas un disque dur qui est chez toi, c'est quelque chose qui est exposé sur le cloud. Donc à partir du moment où c'est ouvert, tout à chacun, c'est pas le boucher du coin, mais à toute personne en fait qui est intéressée par récupérer de la data ou voler de la data, instantanément, quasi instantanément, elle y a accès. Donc ça c'est les enjeux de maintenant. Dans les enjeux à venir, il y a quelque chose qui va certainement poser pas mal de peut-être de problèmes, en tout cas donner quelques sueurs froides aux gens côté cybersécurité. C'est toute la partie ordinateur quantique, calcul quantique, ce qu'on appelle le PQC, le post-quantum computing. Le fait d'arriver avec ces ordinateurs quantiques qui existent déjà, Google en a, il y a des sociétés françaises qui ont des ordinateurs quantiques qui sont prêts et qui sont opérationnels. Mais ces ordinateurs quantiques, en fait, ils vont avoir la capacité demain de casser des algorithmes de chiffrement qui aujourd'hui sont des algorithmes de chiffrement très forts. Où on va mettre peut-être des dizaines d'années à essayer de casser un code qui a été chiffré avec ces algorithmes-là, là où demain, avec un ordinateur quantique, ça prendra 3 secondes. Nous, on s'y prépare déjà, c'est des choses qu'on a en tête hein, sur la manière dont il va falloir gérer ça, puisque dans toute cette partie calcul quantique, il y a des algorithmes de chiffrement qui ne seront pas comment dire, impactés par ce calcul quantique qui ne seront pas déchiffrables même avec ces capacités quantiques. Donc charge après au client de faire un inventaire, de savoir quels sont les systèmes qui utilisent les algorithmes qui sont cassables, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à préparer et qui vont faire partie d'enjeux assez forts dans les années à venir. Et en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a évidemment des défauts, des améliorations à apporter en termes de structure, mais aussi qu'il y a des défauts d'utilisation et des mauvaises pratiques de la part des particuliers, des entreprises. Est-ce que tu dirais qu'il y a aussi du chemin à parcourir en termes d'éducation de nous tous hein, sur les enjeux de cybersécurité et sur aussi peut-être comprendre un peu mieux les outils qu'on utilise au quotidien?
Alors bien sûr, de toute façon, sans que ce soit péjoratif, parce que il faut pas, c'est pas pour les pointer du doigt, mais le maillon le plus faible d'une chaîne de sécurité, c'est toujours l'utilisateur. Le fait qu'il y ait des gens, des pirates informatiques qui, sans avoir, par exemple, de compétences techniques, peuvent faire ce qu'on appelle le social engineering. Le social engineering, c'est profiter souvent de l'absence de vigilance, voire de la crédulité des utilisateurs, en leur envoyant un mail dans lequel on dit tiens, les impôts vont vous rembourser 2000 euros suite à une erreur, cliquez ici pour les récupérer. Voilà. Et puis mettez votre numéro de carte ou vos coordonnées pour qu'on puisse vous virer l'argent. Ça, en fait, tout ça, ça passe, comment on va pouvoir contrecarrer ce genre de pratique. C'est de l'acculturation, des explications auprès des utilisateurs finaux, encore plus dans les entreprises, pour leur expliquer c'est quoi du social engineering, c'est quoi du phishing, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, qu'est-ce que vous avez besoin de vérifier chaque fois que vous recevez un mail, etc. Donc tout ça, il y a une grosse éducation à faire. Alors éducation, encore une fois, je le dis dans un sens qui n'est pas du tout péjoratif, hein, parce que nous, sommes des spécialistes de la cybersécurité. Tout le monde ne peut pas être ni spécialiste de la cyber, ni informaticien avec un niveau élevé sur des compréhensions techniques ou des compréhensions de certaines choses. La cybersécurité, c'est un secteur qui recrute énormément en ce moment et de manière urgente. Comment ça se fait? Alors comment ça se fait qu'on parlait en fait des enjeux de l'évolution de l'IT et du coup des menaces qui sont afférentes à toute cette partie cyber et puis tous les différents corpuscules aussi de pirates informatiques qui peuvent émerger. Bah, tout ça en fait ça crée forcément du besoin de personnes qui vont en face mettre en place acculturer, sécuriser les infrastructures techniques des clients. De ce fait, en fait, on a énormément de besoins sur la partie recrutement. En plus, c'est un secteur sur lequel il y a eu une pénurie à un moment donné de profils. Et puis, il y a également énormément de nouvelles choses en fait en termes IT qui sortent régulièrement et qui font qu'on a besoin de former des gens et de les mettre en fait sur ces périmètres-là pour pouvoir couvrir des besoins de cybersécurité. Donc effectivement, c'est un marché qui a le vent en poupe et qui est très très dynamique sur la partie recrutement et sur les besoins qui peuvent exister sur le marché. Et pour répondre à tous ces besoins, il existe donc une grande variété de métiers dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples pour avoir un petit peu une vision du spectre voilà, de ce domaine d'activité? Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que nous, on a une chance, hein, c'est que on a énormément de métiers différents au sein d'un seul et même métier, le métier de la cybersécurité. On a des équipes, par exemple, et des métiers qui vont tourner autour de tout ce qui s'appelle audit offensif. L'audit offensif, en fait, c'est du piratage, hein, pour le dire simplement, mais c'est du piratage légal. C'est nos clients nous demandent d'essayer de les pirater. Voilà. Donc ça donne lieu à des profils de type pentest, des pentesters, donc qui est un premier métier qui est techniquement en plus très intéressant et qui fait partie de cette grande famille de l'audit. L'audit, on peut avoir sous plein d'autres formes, de l'audit d'architecture, de l'audit de configuration, de l'audit typé process, de ce qu'on appelle de la gouvernance, avec des analyses de risque, etc. Donc qui sont plus associés à de la méthodologie, du respect de normes, etc. Donc il y a encore un métier différent de la partie pentest qui est beaucoup plus technique. On a la partie application security, donc qui va être afférente à tout ce qui est sécurisation et cybersécurité appliquée au monde applicatif.
La partie Security Operation Center aussi. Donc les SOC, c'est des organisations et des dispositifs qui permettent de surveiller les réseaux de clients et de voir s'il y a des événements de type sécurité et puis de réagir en cas d'événements justement de type sécurité. Et puis après, il y a la gestion des identités, la partie cloud bien sûr. Puis nous, on a une équipe qui s'appelle le SWAT. Alors rien à voir avec des gens qui descendent en hélicoptère. D'ailleurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils n'ont pas le physique hein, pour descendre en rappel. Mais le SWAT, en fait, c'est une équipe qui va, quand il y a eu une crise chez un client parce qu'ils se sont fait pirater, qui va venir pour faire un état des lieux, regarder ce qui s'est passé, faire ce qu'on appelle de l'analyse post-mortem, c'est-à-dire regarder un système informatique qui a été compromis et qui a été éteint ou qui a été détruit et essayer de récupérer des choses dedans, savoir qui, pour quelles raisons, quels étaient les objectifs, est-ce que les gens qui ont piraté ce système en fait ont laissé quelque chose sur place, qu'on appelle par exemple des APT, qui sont des espèces de chars, on va dire des charges virales ou des systèmes que je laisse sur place et qui sont des portes dérobées pour revenir plus tard. Donc ça, c'est un autre métier qui demande un spectre, encore une fois, de capacités, de compétences techniques qui est très large et qui fait partie des métiers de la cybersécurité. Là, j'en ai cité, je sais pas, 5-6, mais on en a plein d'autres, en fait, comme par exemple la cybersécurité appliquée au monde industriel, qui est un autre type de métier parce que fait appel à des compétences qui sont différentes dans des contextes qui sont différents puisqu'on va être sur des chaînes de fabrication avec des automates, avec des choses comme ça. Et pour parler un peu plus précisément de votre activité chez Capgemini, comment sont structurées les équipes cybersécurité avec qui tu travailles ? Alors nous, on a une présence nationale, on a une couverture nationale, on a des sites un petit peu partout en France, on a du Paris, du Rennes, du Lyon, du Nantes, du Toulouse, en Méditerranée aussi également. Tout ça, en fait, ça organise les équipes un petit peu de manière aussi régionale. C'est-à-dire on a des compétences qui sont regroupées par site et qui sont comment dire, animées et managées par le practice manager, donc c'est le manager local. Mais on a aussi, donc ça c'est pour la partie organisation nationale, si tu veux, c'est un peu matriciel. On a aussi une notion beaucoup plus horizontale de rassemblement des gens par compétences, c'est-à-dire des communautés par exemple, tous les gens qui travaillent sur la partie gestion des identités, tous les gens qui vont travailler sur la partie pentest, tous les gens qui vont travailler sur la partie cloud par exemple. Donc tout ça en fait ça permet d'avoir cette organisation, cette structuration des équipes basée aussi sur les compétences des personnes. Et puis derrière, on a des échanges à l'international. La cybersécurité, en fait, c'est international chez Capgemini, c'est partout dans le monde. Et on a l'occasion, experts français de la cybersécurité, de pouvoir échanger avec les experts des autres pays et de récupérer comme ça à la fois des informations techniques, mais aussi des manières de travailler. Tout le monde n'a pas la même manière de travailler. Toutes les expériences sont intéressantes, sont bonnes à prendre et ça permet aussi d'ouvrir un petit peu parfois, je veux dire, les chakras sur une manière de percevoir une activité, de la transformer et de faire en sorte de s'améliorer à travers toute l'expérience qu'on a dans le groupe de manière globale. Quel savoir-faire et services est-ce que vous proposez à vos clients et vos partenaires ? Alors nos clients, ça va être tout ce qui touche à la cybersécurité. Alors je vais pas les lister parce que là pour le coup il y en a encore plus que les différents métiers qu'on propose. Mais il y a énormément de choses. On va être ça part de l'intégration de produits de sécurité. Encore une fois en passant par des actes d'audit offensif où on va aller des clients veulent savoir si c'est facile ou pas de rentrer sur leur infrastructure cloud, de sauter
d'une infrastructure qui est externe vers leur infrastructure qui est interne. Ça va être aussi tout ce qui va tourner autour, encore une fois, des processus, de l'analyse de risque avec des méthodologies qui sont reconnues par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avec qui on a des liens assez étroits. D'ailleurs, on est labellisé côté Capgemini. On est prestataire de confiance, prestataire d'audit des systèmes d'information. Donc, tout ce qui va toucher de près ou de loin à la cybersécurité, ce sont des choses qu'on va proposer à nos clients et qui permettent de couvrir, encore une fois, Capgemini, c'est un groupe qui est important en termes de taille, en termes de pluralité d'activités. En France, c'est 1000 personnes sur la partie cybersécurité qui sont dédiées à la partie cybersécurité. Du coup, n'importe quel besoin en termes de cybersécurité qu'a un client, on est capable de le couvrir. Pour la partie partenaire, on aide nos partenaires. Alors, on a un certain nombre de partenaires technologiques où on va utiliser leurs solutions. On a des partenaires aussi en termes d'activité de delivery, hein, de la sous-traitance, etc. L'objectif, en fait, c'est d'aider nos partenaires à développer leur business, faire en sorte de déployer par exemple leurs solutions, apporter notre expertise aussi sur leurs solutions. Parfois, on arrive à un niveau de connaissance technique de certaines solutions d'éditeurs qui nous permettent d'être plus efficaces qu'eux sur leurs propres solutions. Parce qu'on a l'opportunité, nous, de déployer ces solutions chez des clients avec tout l'environnement réel, tous les problèmes qui peuvent intervenir et que l'on va régler, etc. Donc on est dans une relation en fait un peu gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire que nous, les partenaires, nous proposent des choses privilégiées, que ce soit en termes de nouvelles solutions ou que ce soit en termes financiers aussi, hein, quand on fait de l'achat-revente de solutions éditeurs. Et puis en retour, nous, on est là aussi pour leur faire ces retours d'expérience, pour les aider à améliorer leurs produits et faire en sorte, encore une fois, toujours dans cet esprit des valeurs du groupe Capgemini, hein, de faire en sorte de respecter, parce que le respect en fait partie de ces valeurs, de respecter les partenaires, aussi bien que les clients, aussi bien que toute personne en fait avec qui on travaille. Et comment est-ce qu'on s'y prend au quotidien pour s'informer sur l'évolution de la cybercriminalité? Pour dire les choses autrement, pour rester à la page par rapport aux cybercriminels qui, comme tu le disais en début d'interview, sont toujours les premiers au courant des dernières nouveautés, qui sont très informés sur ce qui existe et qui redoublent d'inventivité pour contourner les législations. Alors c'est beaucoup de veille, bien sûr. C'est énormément de veille sur les réseaux. Alors, il y a la veille, on va dire, sur des choses qui sont publiques. Par exemple, tout le monde peut s'abonner à des flux RSS pour consommer de l'information sur des failles, des nouvelles vulnérabilités, etc. Donc ça, toute cette veille-là, elle est faite de manière permanente. Mais encore une fois, elle est accessible à tout à chacun, hein. Il faut juste prendre le temps de le faire. Et nous, on a des gens. Alors moi, personnellement, je fais énormément de veille, hein, sur toute la partie cybersécurité. Mais on a des gens chez Capgemini qui sont dédiés à cette partie-là. On a une activité de CERT, par exemple. Donc le CERT, c'est une typologie d'activité où on va avoir toute cette partie veille et qui va permettre en fait d'alerter, par exemple, nos clients si jamais il y a quelque chose qui se passe et qui va leur arriver, hein, en termes d'événements cybersécurité, par exemple. Mais en dehors de cette partie publique, il y a aussi toute la partie que la plupart des utilisateurs ne voient pas. Il faut bien comprendre que Internet, en fait, il y a 90% d'Internet qui n'est pas visible. Il y a deux endroits, il y en a un qui s'appelle le Deep Web et l'autre le Dark Web, sur lesquels, en fait, les cybercriminels se retrouvent, peuvent vendre des choses. Par exemple, on peut aller acheter, quand vous avez des failles qui sortent et qui sont exploitées, par exemple,
dans une banque, sur un site bancaire, ou sur un site marchand, et où les pirates ont réussi à récupérer des numéros de carte bleue, ce numéro, il va être en vente sur le deep ou sur le dark web. On va pouvoir aller acheter pour 20 centimes d'euros un numéro de carte bleue, 40 centimes si le mec a vérifié auparavant que, je sais pas, que c'était toujours soldable, enfin qu'il y avait de l'argent dessus, que c'était payable, etc. Et du coup, tout ça, toute cette partie-là, Deep Dark Web, c'est une partie qui est très importante pour justement tout ce qui est veille et tout ce qui est suivi en fait de la cybercriminalité. Faut pas oublier aussi que la cybersécurité, c'est pas que des pirates qui vont pirater le site web X ou Y pour aller récupérer par exemple un site web marchand, je sais pas, du Cdiscount, etc., pour aller récupérer des choses dessus. C'est aussi de la cyberguerre, des actes qui peuvent être relativement sales, hein. Par exemple, pendant le Covid, on a vu des groupes de pirates, propulsés ou pas par certains États, hein, qui visaient les systèmes informatiques des hôpitaux pour empêcher qu'on puisse soigner les gens. Donc tout ça, c'est des choses en fait qui sont à regarder, et encore une fois, cette veille permanente, elle va permettre de voir un petit peu et d'analyser tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer aussi, parce que parfois il y a des choses qui sont des prémices d'une attaque. Donc on va faire du renseignement, hein, comme ce que fait une armée par exemple sur le terrain, avec des indices, des espions, etc., où ils vont regarder un petit peu comment ça se passe dans le pays et voir comment ça évolue. Nous, on va faire la même chose, mais sur le cyberespace. Pendant longtemps, on s'est protégé avec des mots de passe. Aujourd'hui, ils semblent avoir un peu montré leurs limites. Comment ça se fait et qu'est-ce qui pourrait les remplacer à l'avenir? Et effectivement, ce mot de passe, il a atteint ses limites. Alors, il y a beaucoup de systèmes maintenant qui fonctionnent avec de l'authentification forte. L'authentification forte ou de l'authentification, ce qu'on appelle le MFA, authentification à plusieurs facteurs. Donc, plusieurs facteurs, ça va être par exemple mon login, mon mot de passe, donc mon utilisateur, mon mot de passe. Et puis, en troisième étape, il va falloir par exemple que je donne un OTP. Donc, un OTP, c'est un one-time password. Souvent, c'est ce qui est utilisé quand on va payer sur Internet. On nous demande un espèce de code qu'on reçoit par SMS, par exemple. Le mieux étant de l'avoir généré par une application sur son téléphone. Par exemple, il y a Google Authenticator qui fait ça très bien, ou Bitwarden. Et ça, en fait, ça permet d'avoir un niveau de sécurité qui est plus élevé et qui va aussi pallier à un mot de passe faible. Parce que même si le pirate il arrive à trouver le mot de passe, il lui faudra tout le temps la deuxième et ou peut-être la troisième étape d'authentification pour pouvoir accéder le compte en question. Après, il y a toute la partie biométrique. Donc le biométrique avec ce que fait déjà par exemple l'iPhone, hein, avec de l'authentification faciale, hein, ou de la prise d'empreinte, hein, qu'on a sur la plupart des smartphones maintenant. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui apporte un bon niveau de sécurité et beaucoup plus sécurisé en tout cas que le mot de passe. Sur la partie biométrique et puis sur cette partie chiffrement, raccord avec ce dont on discutait tout à l'heure sur la partie quantique, avec du PQC, du post-quantum computing. Il y a peut-être des choses qui vont paraître moins sécurisées à l'avenir qu'elles ne le sont actuellement. C'est quoi les derniers projets ou les dernières missions auxquelles tu as participé et qui t'ont marqué? Alors, la question est intéressante. Je ne vais pas pouvoir donner trop de détails puisque la plupart du temps, on est soumis à de la confidentialité. Donc, je peux pas parler des projets et trop donner en fait de détails sur des contextes. Après, en termes on va dire de général sur des missions, on a monté il n'y a pas très longtemps pour un client une plateforme en France, parce que il y a un gros besoin en fait pour les clients français d'avoir des choses en termes de données qui ne sortent pas du territoire, par exemple, et qui sont manipulées par des gens qui sont de nationalité française et résidant sur le territoire français, encore une fois pour des raisons de confidentialité. Donc on a monté une plateforme complète basée sur des environnements Kubernetes, donc c'est du cloud, de l'orchestration cloud.
qui permet en fait d'analyser l'intégralité des codes applicatifs qui sont produits par ce client-là, par ses équipes de développement, pour en mesurer le niveau de sécurité et pouvoir faire un retour derrière de tout ce qui potentiellement peut être corrigé. Et tout est fait de manière automatique, et ça pour des centaines d'applications. Donc, très gros projet, très intéressant, avec pas mal de choses sur la partie cloud qui ont été faites. Sinon, on travaille aussi depuis une paire d'années sur des technologies de type RASP. Donc le RASP, c'est une technologie qui permet de venir détecter une activité qui est malveillante sur des applications plutôt de type web, et de voir si cette activité malveillante, elle va arriver au bout ou pas. Pour parler un petit peu plus techniquement, on a un pirate qui se connecte sur une application, il va tenter une SQL injection, qui est une attaque plutôt orientée vers la base de données. On va regarder, oui, il y a cette activité malveillante. Tiens, est-ce que ça peut aller au bout? C'est-à-dire, est-ce que ça va être concluant? Est-ce qu'il va réussir sa fameuse injection SQL? Si oui, en fait, on va bloquer cette activité-là et on va la notifier. Et tout ça, ça va redescendre au fameux Security Operations Center qui va permettre d'analyser et de voir qu'il y a des activités de type malveillante qui se font sur cette partie-là. J'ai vu que Capgemini est présent sur le campus cyber qui a été lancé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, aux côtés d'autres acteurs. Comment fonctionne ce campus ? C'est un campus, c'est un lieu d'abord physique qui se trouve à La Défense. Il y a pas mal d'étages en fait sur lesquels les entreprises peuvent venir s'installer. Alors les entreprises, c'est des grands groupes, il y a des PME, il va y avoir des services de l'État aussi, il va y avoir des organismes de formation, des gens qui sont plutôt orientés recherche, des gens qui sont plutôt des associations, également des startups, des gens qui développent la cybersécurité de demain, par exemple. Et tous ces gens-là, en fait, vont se retrouver sur ce campus. Et ce campus, en fait, va permettre d'avoir une espèce de communauté de la cybersécurité, de faire en sorte que les gens se parlent, de faire en sorte qu'on puisse avoir un échange quasi permanent, avec la possibilité, par exemple, de descendre d'un étage pour aller voir telle activité, telle association, tel service de l'État qui travaille sur cette partie cyber. Et puis ça va faciliter, et c'est un des objectifs, et je pense qu'il va être atteint, faciliter toute la partie innovation en fait. C'est une ambiance de gens en fait qui partagent un même métier, et souvent une passion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés dans les métiers de la cybersécurité, et qui vont être amenés à pouvoir échanger de manière beaucoup plus simple. Nous on le voit côté Capgemini, on a été depuis quelques années là, par ville, rassembler toutes les différentes business units, toutes les différentes branches Capgemini. On a été rassemblés sur un seul site. À Lyon, par exemple, on est sur un seul site. À Paris, on est sur un seul site. À Toulouse, on est sur un seul site aussi. Et tout ça, en fait, on a vu que ça favorise grandement les échanges. C'est-à-dire que quand mes collègues, au lieu d'être dans une autre partie de la ville, sur un autre site, ils sont sur le même site que moi, j'ai plus de facilité à les rencontrer, à discuter avec eux, à échanger, même des réunions informelles à la machine à café où on se découvre, par exemple, des clients en commun et des choses qu'on peut faire en termes d'activité. Ben là, ça va être un petit peu le même concept sur ce campus cyber, où les gens en fait sont à côté, donc ils vont pouvoir se parler, échanger, se rencontrer de manière beaucoup plus simple. Et pourquoi c'est particulièrement important cette collaboration, notamment aussi avec les services d'État, sur les enjeux de cybersécurité ? Parce que les gens qui profitent de l'absence de cybersécurité, eux, ils sont très organisés et ils fonctionnent déjà dans ce mode collaboratif. Du coup, à plusieurs, on est plus fort. C'est valable aussi pour la partie cybersécurité. Donc le fait d'avoir beaucoup de gens avec des compétences qui peuvent être complémentaires, ça permet d'avoir encore plus de puissance de frappe par rapport à cette lutte qui est quand même assez permanente de tout ce qui est acte de piratage et tout ce qui tourne autour de la cybersécurité.
Aujourd'hui, chez Capgemini, quel type de profil recherchez-vous pour rejoindre vos équipes? Alors tous les profils de la cybersécurité, hein, ça va de l'analyste SOC, donc ce sont les personnes en fait qui vont faire l'analyse des événements qui arrivent sur les solutions techniques pour voir un petit peu si effectivement c'est quelque chose qui est malveillant, jusqu'où ça va, qui est l'instigateur ou d'où est-ce que ça vient, etc. Des spécialistes cloud, bien sûr, parce que le cloud c'est une partie du métier qui va demander, mais qui demande déjà actuellement énormément de compétences et beaucoup de gens à travailler dessus hein, pour couvrir cette partie cybersécurité, des auditeurs offensifs, des spécialistes de la partie application security ou du DevSecOps, des gens sur la partie M, tous les profils en fait de la cyber et comme je l'ai déjà dit hein, côté groupe Capgemini, on couvre toutes les activités hein, qui composent la cybersécurité, donc tous les profils en fait sont recherchés de manière active avec une ambition en fait encore de grossir sur cette partie cybersécurité en termes d'effectifs sur 2022. Et quel conseil tu donnerais à un jeune étudiant, un jeune diplômé qui souhaiterait vous rejoindre ou du moins travailler sur ces thématiques de cybersécurité? Alors, s'il souhaite nous rejoindre, envoyer son CV, nous contacter sur LinkedIn, voir avec les différentes personnes qui sont identifiables assez facilement sur LinkedIn, par exemple, qui font partie des équipes de recrutement, pour initier un contact, pour discuter, pour aussi voir la personne, qu'est-ce qu'elle veut faire hein, en termes de carrière, en termes d'activité, etc. C'est quelque chose qui est très important pour nous, d'arriver à bien cibler les rôles des personnes, les futurs rôles des personnes, où est-ce qu'on peut les associer, à quelle équipe on peut les associer en termes d'activité, et faire en sorte aussi qu'il y ait une évolution après au sein du groupe et en termes de compétences. Et puis, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux étudiants qui peut-être se sont lancés ou se lancent dans un cursus de cybersécurité ou qui veulent travailler dans ce domaine-là? C'est de bien apprendre les bases. Les bases de l'informatique. Faut comprendre que la cybersécurité, ça met en œuvre des concepts qui sont relativement complexes, mais qui sont tous basés sur les basiques de l'informatique. Quand on parle de cloud, quand on a des infrastructures avec des conteneurs, un conteneur, c'est ni plus ni moins que un environnement de type Linux qui tourne certes dans un orchestrateur, etc. Mais quand on en vient au basique, par exemple la gestion de l'utilisateur lui-même sur ce fameux conteneur, elle est liée au fonctionnement de la gestion des utilisateurs sur Linux. Quand on va parler de cybersécurité, où on va traiter de la sécurité du réseau, le réseau, c'est des adresses IP, ça n'a pas changé depuis l'invention de TCP/IP, le système de routage, le concept en fait de gateway, de masque de sous-réseau, etc. Tout ça, en fait, ce ne sont que des basiques de l'informatique. Et quand on veut faire de la cybersécurité sur ces environnements-là, ces basiques, en fait, il faut les connaître et il faut les maîtriser. Voilà, les gens qui travaillent dans les équipes de pentest, les auditeurs offensifs, pour pouvoir aller compromettre un système, il faut déjà avoir une compréhension extrêmement pointue de la manière dont il fonctionne. Voilà. Voilà. Donc mon conseil, c'est apprenez les bases, maîtrisez les bases, et après les concepts de la partie cybersécurité, vous en apprendrez une partie à l'école, et la grande partie, la grande majorité, vous viendrez l'apprendre chez Capgemini à travers partage d'expérience et les formations. Comment t'envisages le futur de la cybersécurité? Quels seront les grands enjeux selon toi de demain? La partie quantique, j'en ai déjà pas mal parlé. Ça va faire partie des enjeux assez importants, je pense, parce qu'elle va poser des soucis ou des interrogations là où on s'en posait pas forcément, parce qu'on se disait on est à l'abri, cette partie chiffrement par exemple, elle va encore durer des dizaines d'années, on n'aura pas à s'en soucier tout de suite. Pour moi, l'enjeu permanent, et qui est pas inhérent aux prochaines années, qui est associé aux années qui viennent de passer également, c'est notre capacité à toujours arriver à suivre
les évolutions des techniques et des moyens qui sont utilisés par les pirates informatiques pour pénétrer des systèmes. Et quand je parle de moyens, ça vaut aussi pour les moyens, comment dire, non techniques, non informatiques. C'est-à-dire le social engineering, c'est une méthode qui n'est pas associée à de la compétence technique. On voit aussi pulluler un petit peu en ce moment, un peu partout, des choses qui sont basées sur du deepfake. C'est-à-dire, par exemple, je te filme, ou tu t'es filmé pour une occasion X ou Y, et j'arrive à prendre ta vidéo et à faire en sorte de te faire dire, et que ça paraisse vraiment extrêmement naturel, te faire dire en fait des choses que tu n'as pas dites. Il y a des techniques qui sont développées pour pouvoir contrecarrer ces choses-là. Par exemple, sur la partie deepfake, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur un modèle de machine learning qui fait de la vérification de pupilles. Mais ça, en fait, ça veut dire courir tout le temps après les choses. Ça veut dire maintenir ce niveau de veille et ce niveau de compréhension, et essayer aussi d'être un petit peu plus proactif sur les menaces et ce qui se passe. Et ça, c'est un enjeu qui est, encore une fois, qui est permanent et qui demande énormément d'énergie. Merci beaucoup Sébastien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de me parler en détail de ton travail qui a l'air vraiment passionnant. Et ben avec plaisir.